Nous allons vous parler de la méthode dite du saute-mouton, que les Anglais connaissent sous le nom de leapfrog. Eh oui, les Français sont du saute-mouton et les Anglais font du saute-grenouille. Alors la méthode leapfrog, elle est définie comme suit. On va faire une approximation centrée de la dérivée, ce qui est une bonne idée a priori pour avoir une bonne précision. Vous savez, les méthodes centrées, c'est toujours mieux. Et pour faire ça, vous voyez qu'on va calculer UI plus 1 à partir de UI moins 1 et du F calculé en UI. Donc, si vous regardez bien, j'ai un petit être ici. Voilà, 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 voilà. Ici. Voilà. Qui est là. Celui-ci va calculer FI. Et on va sauter de celui-là en utilisant l'information de XI pour arriver là. Et donc, on fait un saut au-dessus de XI. Et on n'utilise pas cette donnée-là. Ensuite, on va faire mettre le petit monsieur ici. Voilà. Il est ici. Comme ça. On va calculer FI plus 1. Et pour obtenir le point, la valeur en XI plus 2, on va sauter de XI en allant chercher l'information FI plus 1 pour arriver. Qu'est-ce que j'ai mis là? Tu as mis une petite bêtise, Vincent. On va corriger là en XI plus 2. Et voyez pourquoi on appelle ça la méthode du saut de mouton, puisqu'on saute de XI-1 à XI plus 1, on saute de XI à XI plus 2 pour faire le calcul. C'est une méthode un peu particulière. Vous voyez tout de suite que pour lancer le processus, il faut X0 et X1. Comment est-ce qu'on va démarrer? Bah, c'est pas très compliqué. Pour démarrer, on fait un pas avec une méthode classique explicite, ELR explicite, ou même une méthode implicite, une méthode à pas unique. Et puis, la méthode de saute-mouton, c'est une méthode à pas double. Donc, on utilise l'information sur hier et avant-hier pour obtenir la prédiction aujourd'hui. Alors, à titre d'exercice, on peut calculer la précision de cette méthode-là. Alors, comment est-ce qu'on calcule la précision de cette méthode-là? Eh bien, regarde, tu écris la formule, c'est un bon exercice, parce que c'est un exercice qu'on demande souvent le jour fatidique de l'examen. Tu écris que FI est égal. Alors, tu te concentres, Vincent, ça va être compliqué. UI moins 1 plus UI plus 1, le tout divisé par 2. Alors, c'est un truc que le prof adore en général. C'est, il vous donne une formule. Il y a des moyens de créer des tas de formules comme ça. Et il vous dit, calcule-moi la précision de ce bazar-là. Alors, comme le prof n'est pas très imaginatif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'unique outil qu'on utilise dans le cours de méthode numérique. Un développement en série de Taylor. You do un développement en série de Taylor. Mais alors, par rapport à quoi? Le plus facile, c'est de considérer l'indice I. Donc, on écrit celui-là comme un petit développement en série de Taylor. Alors, on ne sait jamais très bien la précision a priori. Donc, on écrit plein de termes. On va écrire plein de termes, et donc tu vas écrire pilou, 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 que ça c'est UI plus H. Alors, le seul truc, c'est que j'ai pas tout à fait écrit la formule comme il fallait. Alors, si j'écris pas la formule comme il fallait, ça va pas être juste. Donc, on va tout réécrire proprement. Hein, Vincent, tu fais n'importe quoi. Hein, tu l'avais vu, on va réécrire. Hein, c'est UI plus 1 moins UI moins 1 sur 2H. L'approximation centrée de la dérivée. Parce que si tu n'écris pas la bonne équation, évidemment, on n'y arrivera jamais. Hein, évidemment. Donc, on fait un petit développement en série de Taylor de ce truc-là. Bidou, bidou, bidou. Donc ça, c'est UI moins H UI prime plus H carré sur 2 UI seconde moins H3 à la puissance 6 UI, attention, 1
2, 3. OK? Et maintenant, on a l'expression de l'autre côté. Et l'expression de l'autre côté, c'est quoi? Piou, piou, piou. Celui-là. Ça, c'est UI plus H UI prime plus H carré sur 2 UI punch punch plus H cube sur 6 U1, 2, 3. OK? Et donc, qu'est-ce que tu obtiens? Ben, quand tu vas faire la combinaison avec la formule, tu remarques que tous les termes pairs vont s'annuler. Donc, celui-là va se tuer avec celui-là. Celui-là va se tuer avec celui-là. Et il va nous rester quoi? Ben, il va nous rester, on prend 2H. Donc, on va obtenir UI' plus H carré sur 6 UI 1, 2, 3. Et FI, ben, c'est rien d'autre que UI'. Et donc, on a une estimation de l'erreur de la dérivée. FI est une approximation de la dérivée à l'ordre O de H carré. OK? Maintenant, on écrit notre itération. Mais notre itération, c'est quoi? L'itération d'une méthode de Leapfrog, c'est écrit que UI plus 1 est égal à UI moins 1 plus 2H fois FI. Mais FI, c'est UI' avec un erreur O2H. Ça, c'est bien plus O de H carré. Et donc, on a ici que UI moins 1, c'est 2HFI plus O de H cube. Et donc, l'erreur, attention, l'erreur locale est O de H cube. Et l'erreur globale est O de H carré. Refaites le calcul de l'erreur de Crank-Nicolson, de l'air explicite, de l'air implicite, avec des petits développements en série de Taylor. C'est toujours le même principe. Méfiez-vous, il y a des petites astuces. C'est pas toujours aussi simple qu'il y paraît. OK? Alors, on a ça. On a ça. On a donc bien notre expression. On écrit bien notre expression. On a bien écrit ce qu'on faisait. On fait notre méthode d'écriture. Et maintenant, la question, c'est la stabilité. Alors, pour la stabilité, vous vous souvenez, ce qu'on avait fait, c'est on voulait avoir le facteur d'amplification entre UI plus 1 et UI. Avec le facteur d'amplification, ici, un petit être monstrueux qui se trouve entre... ouais, c'est pas beau ça, on va l'écrire, plus le dessiner plus joliment. Le petit être monstrueux qui est là. Voilà. Ça, c'était le facteur d'amplification. Il est là. Voilà. Il est ici, le facteur d'amplification. Ici. Voilà. Comme ça. OK? Il est là. Ça, c'est le facteur d'amplification. Maintenant, le problème, c'est qu'on a une formule différente. On a ça. C'est beaucoup plus compliqué. On a youbidou, bidou, 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 tu te concentres, Vincent, tu fais pas de bêtises, sinon le podcast, il faudra tout recommencer, ça va être chiant à mort. Maintenant, tu as UI plus 1 est égal à UI moins 1 plus 2H lambda UI. Maintenant, tu es dans le boui-boui. Tu n'as plus UI plus 1 et UI,
tu as UI plus 1, UI moins 1, UI. Comment je vais faire le facteur d'amplification de l'erreur pour analyser si c'est stable, hein? Donc, comment je vais trouver mon facteur d'amplification de l'erreur? Je suis dans le boubou. Hein? Ça, comment je vais trouver ça? Le facteur d'amplification de l'erreur. Comment je vais le trouver, le facteur d'amplification de l'erreur? Eh bien, il y a un truc. Regarde le truc. D'amplification de l'erreur. Il y a un truc. Le truc est le suivant. C'est, je vais supposer qu'il existe. Et donc, je vais supposer que j'ai un facteur d'amplification de l'erreur. Et donc, je vais supposer qu'il existe une constante. On va l'écrire proprement. Tu te concentres, Vincent, tu écris ça proprement. On va supposer, supposons que UI plus 1 est égal à un facteur magique que je ne connais pas, et supposons qu'il existe A fois UI. Et donc ce facteur magique, on est bien d'accord, ce sera le petit monstre. Ok? Donc on suppose. Comme on suppose ça, on va mettre dans une petite boîte, parce que c'est joli, une petite boîte. On va faire une petite boîte pour mettre la supposition. Et on suppose qu'on a ça. Ok? Alors la question c'est, est-ce que la supposition a du sens? Est-ce qu'on peut faire cette supposition? Et on va voir si on peut calculer un A. Eh ben, tu notes tout de suite que si tu supposes que chaque fois UI plus 1 est égal à A fois UI, on peut écrire automatiquement que UI est égal à la puissance I U0. Et je vais remplacer ça dans mon équation. Et donc je vais écrire que l'équation ici, voilà, je peux l'écrire sous la forme suivante. A I plus 1 U0 est égal à A I moins 1 U0 plus 2H lambda AI U0. Alors, évidemment, ce que tu remarques tout de suite, c'est que tu peux simplifier tous les U0 et tu peux simplifier tous les AI-1 et tu obtiens une nouvelle équation très intéressante. La nouvelle équation, c'est une équation comme ça. C'est A carré est égal à 1 plus 2H lambda A. Ou encore A carré moins 2H lambda A moins 1 est égal à 0. Et ça, c'est un polynôme du second degré. Et tu peux calculer la solution de ce polynôme du second degré. Et tu peux trouver très facilement, hein, c'est 1/3 du secondaire, que la solution c'est h lambda plus ou moins radical de h carré lambda carré moins 1. Et tu prends ce petit résultat et tu obtiens la condition d'instabilité de la méthode de Rouge. La méthode des sauts de mouton. La méthode des sauts de mouton, la zone de stabilité, c'est assez particulier. C'est assez particulier. C'est une méthode qui n'est stable qu'à un endroit bien précis, un peu bizarre. Hein, une méthode bizarre. Elle n'est stable que sur une petite partie de l'axe imaginaire. Donc dans le diagramme de stabilité, comme ça, voilà, où j'ai ici la zone. Ça, c'est la partie réelle de H lambda. Ça, c'est la partie imaginaire de H lambda. Eh bien, la méthode de saute-mouton, elle est stable uniquement dans cette zone-là, entre moins I et I. Alors, tu vas me dire, mais enfin, déjà,
des trucs avec des nombres complexes, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Cette méthode-là, elle n'est jamais stable sur l'axe réel. Est-ce que ça a un intérêt? Une méthode qui n'est jamais stable sur l'axe réel. Tu vas me dire, ça n'existe pas, il n'y a aucun intérêt à ça. Eh bien si, il y a un intérêt. Je vais te montrer. Donc on a fait le petit facteur d'amplification. Voilà, on a fait le petit calcul. Et est-ce que c'est parfois stable? Oui, je vais faire un petit exemple. Regarde, on va faire un petit exemple, là. On va faire un petit exemple pour te montrer que choisir lambda complexe, c'était pas uniquement pour rire. Il y avait un intérêt. Regarde, on va faire un petit exemple pour Monsieur Koenigs. Un exemple de physique. Tu attaches à un mur un bloc avec un ressort, comme ça. Tu tires le bloc et le ressort va le tirer. Ça, c'est la position du ressort en fonction du temps. Et ce que tu as, c'est que la masse fois l'accélération du ressort, l'accélération du bloc, il y a la force du ressort. Et si on tire, on a moins k u de t. Alors, pour être vraiment précis, ça, on va faire, ça c'est le ressort au repos. Et puis, on va reprendre là, on peut comprimer le ressort. Si on comprime le ressort, ça c'est le ressort comprimé. Et on peut dilater le ressort. Voilà. Ça, c'est le ressort dilaté. Et quand le ressort il est comprimé, il va appliquer une force comme ça, moins KU. Et quand il est dilaté, il va appliquer une force comme ça, moins KU. Où U, c'est quoi? C'est la position du bloc par rapport à l'équilibre. Okay? Et donc ici, on a un U qui est comme ceci. Ça, c'est le U. Et là, on a le U qui est comme cela. Ok? Et donc, d'une certaine manière, on a la force qui s'oppose. Et donc ça, c'est le déplacement. Si on résout cette équation-là, on va obtenir que U seconde est égal à quoi? Moins K sur M U de T. Ça, on l'appelle en général oméga carré. Oui. Et oméga, on le définit comme radical de K sur mu. Et la solution de ça, c'est quoi? C'est U de T est égal à l'exponentielle de plus ou moins I oméga T. Oui, des lambda complexes. Eh oui. Ou, vous savez, ça donne des solutions harmoniques, des cosinus et des sinus oméga de t. Ok? Oui, parce qu'il y a des constantes là-dedans. Et donc, fondamentalement, les lambda complexes, c'est les équations différentielles harmoniques. Et donc, les lambda complexes, ils sont vachement intéressants. Et avoir une méthode qui ne dissipe pas, c'est extrêmement utile. Parce que, dans le temps, l'amplitude du cosinus, s'il n'y a pas de frottement, elle ne doit jamais diminuer. Et donc, on veut que la solution dans l'espace complexe reste constant. Et donc, la méthode du saut de mouton, c'est la méthode idéale pour simuler un truc oscillant, un truc ondulatoire. Et donc, voyez,
C'est une méthode géniale, la méthode du leapfrog. Si vous voulez modéliser une oscillation, utilisez le saut de mouton.